Shalom à toutes et à tous, Erev Tov, on espère que vous allez bien et on est certain que vous avez passé un super Yom Yerushalayim avec Midreshet Yehuda Manitou et ceux qui ont profité de la journée avec Ariel. Et maintenant, on te retrouve en Zoom pour en parler d'un point tout particulier puisque tu veux nous dire qu'il y avait une mission secrète en pleine guerre des 6 jours. Vechavod Ariel. Oui, alors bonsoir tout le monde. Et merci à Midreshet Yehuda de m'inviter. Je veux parler de Yom Yerushalayim, on est juste à la fin et il y a eu beaucoup de missions secrètes, mais une mission secrète très spéciale puisque on a interrompu les opérations militaires pour quelque chose qui semblait plus important au Premier ministre de l'époque, Lévi Eshkol, et c'est ça qu'on veut découvrir ensemble. C'est une opération militaire rocambolesque dans les coulisses de l'exploit, dans les coulisses de la guerre du 6 jours. Alors, je vous invite, je vais lancer le... Oh, pardon, je m'excuse de tromper de bouton. Share screen. Voilà. Pourquoi je ne suis pas au départ? OK. Alors, on est parti. C'est bon. Maintenant, on est au départ. On peut commencer. Et donc, on veut parler d'une opération spéciale en pleine guerre des 6 jours. Vous voyez à gauche Lévi Eshkol, le Premier ministre. À droite, vous voyez son conseiller militaire, Yigael Yadin, le général Yigael Yadin, ancien général en chef. Et puis en bas, le renseignement militaire. On ne va quand même pas mettre une photo. Bon, vous tenez, on va quand même mettre la photo de l'officier du renseignement qui est en bas, qui est caché en bas, mais dans quelques minutes. Alors tout d'abord, un petit rappel, un léger rappel. Depuis 1949, depuis la fin des combats de la guerre d'indépendance, Jérusalem est partagée en deux. Vous voyez sur la carte qui est à votre droite, en vert, Jérusalem juive, et en rose orangé, Jérusalem illégitimement, illégalement occupée par la Jordanie, avec une enclave juive au mont Scopus, et à gauche, les fameux panneaux qui séparaient Jérusalem. Attention, danger, frontière devant toi. 19 ans, la ville était séparée en deux, ce que Naomi Shemer a immortalisé dans son shir, Yerushalayim Shel Zahav, Ha'ir Asher Badad Yoshevet Uveliba Choma. Quand Naomi Shemer parle d'une ville qui est séparée par une muraille, elle ne parle pas des murailles de la vieille ville, elle parle de ce mur de béton qui sépare Jérusalem-Est de Jérusalem-Ouest pendant 19 ans, qui a été abattu après la guerre des 6 jours. Quand la guerre des 6 jours avance, puisqu'au début, on n'a pas prévu d'attaquer la Jordanie, le contentieux était contre l'Égypte, mais une fois que les canons de Hussein ouvrent le feu sur Jérusalem, on est obligé de se battre à Jérusalem. Et 2 jours plus tard, les parachutistes sont au mont du Temple et après au mur, et des dizaines de milliers de Jérusalémiens viennent au Kotel pour la première fois, la première fois depuis 19 ans. On voit même à droite David Ben Gurion qui va venir au Kotel. Tout le monde se presse pour aller au Kotel. Parmi tous ces gens qui voudraient aller voir le Kotel se trouve une personne. As always, should you or any of your IM force be caught or killed, the Secretary will disavow any knowledge of your actions. This tape will self-destruct in 5 seconds. Good luck, Jim. Voilà, donc dans Mission Impossible, les missions arrivent par une bande magnétique qui s'autodétruit à la fin. Ce n'est pas comme ça que ça se passe tout à fait en Israël. Le personnage que vous voyez dans l'image s'appelle Rafi Siton. Rafi Siton commande l'unité de renseignement militaire responsable de la zone de Jérusalem dans les années 63-69 et il reçoit une mission. La mission rentre rapidement à ton quartier général, on veut te parler. Rafi Siton espérait, était à l'entrée de la vieille ville, il voulait rentrer dans la vieille ville avec tout le monde pour aller au Kotel. Depuis des années, il prépare les plans. Il connaît chaque ruelle de Jérusalem, il les connaît sur le papier, sur les photos militaires. Maintenant, il voudrait rentrer dans la vieille ville, mais il est rappelé en urgence à son quartier général pour prendre de nouveaux ordres.
Alors, on va laisser tomber ça. Il rentre dans son quartier général et on va écouter ce que nous raconte Rafi Siton. C'est quelques mots en hébreu, c'est pas grave, je traduirai. נקראו לביצוע המשימה. סגן אלוף שמואל גורן ורב סרן רפי סיטון. החלום שלי היה להיות בין אלה שנכנסים ראשונים לעיר העתיקה ולהגיע לכותל. ופתאום הנהג שלי אומר לי, המפקד, קוראים לך למכשיר. ובמכשיר אומרים לי, תחזור מיד למפקדה שלך, מיד אבל, ותמתין שם להוראות. Donc, Rafi Siton est déçu. Il espérait aller dans la vieille ville. Et on lui dit, retourne à ton quartier général. Et là-bas, il rencontre son chef, le lieutenant-colonel Shmuel Goren, qui lui dit, nous avons reçu un ordre du quartier général, un ordre signé par Lévi Eshkol, le Premier ministre. Et voici le contenu de l'ordre qu'ils reçoivent. Hareini matil al chel hamodi'in le'ater socher aravi mimizrach Yerushalayim shmo kanire Dino amachazik birshuto Megillah. Je donne l'ordre au renseignement militaire de trouver un marchand d'antiquités arabe de Jérusalem-Est. Son nom est peut-être Dido, et il aurait en sa possession un rouleau de Qumran, les fameux rouleaux, les Megillot Knuzot, les rouleaux cachés à Qumran, il y a plus de 2000 ans. Et en pleine guerre, le renseignement militaire doit arrêter la préparation des combats futurs et s'occuper de retrouver un antiquaire et un rouleau très ancien, un rouleau de Qumran. Et c'est présenté comme une mission de priorité nationale qui prime sur tout le reste. Et Rafi Siton, que nous avons vu, est très déçu parce que lui, je dis, il voulait dans la vieille ville, tout à coup on l'envoie à la recherche d'antiquités. C'est comme les parachutistes aussi qui étaient très déçus, ils espéraient sauter dans le Sinaï en parachute et voilà qu'on les envoie se battre à Jérusalem et ils ne pensent pas qu'il y aura là-bas une gloire pour eux, ils ne savent pas encore qu'après la bataille de Givat Atachmoshet et la libération du Kotel, tout le monde se rappellera des parachutistes et un peu moins de la brigade de Jérusalem qui a participé pleinement à la bataille pour libérer Jérusalem. Rafi Siton maintenant a une mission, retrouver un antiquaire à Jérusalem, il ne sait même pas son nom, pour retrouver un rouleau, il ne sait pas exactement de quoi ça a l'air. Bon, il part en mission. Pour comprendre de quoi il s'agit, quel est le rouleau qu'il doit trouver, on doit retourner un petit peu en arrière en 1946. En 1946, deux Bédouins, dont un des deux, Mohamed Adib, que vous voyez à gauche, dans la photo de gauche, avec les belles moustaches, garde ses chèvres dans la région de Qumran, au bord de la mer Morte. Une de ces chèvres s'écarte du troupeau, il la retrouve, et il trouve une grotte dans laquelle il jette des cailloux, il entend un cling bizarre, il rentre dans la grotte et il trouve des jarres en peau, en terre, et dans ces jarres qu'il ouvre, il y a des rouleaux de cuir. Ça, c'est une découverte formidable. Je rappelle que Mohamed Adib est un bédouin. Qu'est-ce qu'on peut faire avec des rouleaux de parchemin trouvés dans une jarre, dans une grotte, dans le désert? Eh bien, il fonce à Bethléem. Bethléem, c'est la ville de la région. Et il va trouver un cordonnier du nom de Kando en lui disant « J'ai trouvé du parchemin, fais-moi des nouvelles sandales. » Alors, Kando, qui est cordonnier, mais qui est aussi un petit peu marchand, enfin, il touche à beaucoup de choses, voit que ce parchemin a l'air ancien. Il se rend compte qu'il y a des signes dessus, il ne sait bien sûr pas lire ce qu'il a entre les mains, mais il comprend que ça peut valoir de l'argent. Donc, il explique à Mohamed Adib que ce parchemin n'est pas bon pour faire des semelles, il est trop fin, trop vieux, il va tomber en morceaux. Par contre, si Mohamed Adib veut lui laisser le parchemin, en contrepartie, il lui donnera des nouvelles sandales faites dans un bon cuir bien solide. Mohamed Adib accepte, il est tout content, il a des nouvelles semelles, il a de nouvelles sandales et Kando est très content, il a un parchemin qui a l'air ancien. Il dit à Mohamed Adib, retourne dans la grotte et cherche, il y a peut-être encore d'autres rouleaux comme cela. Si tu en trouves d'autres, je suis acquéreur. Et c'est comme ça que Mohamed Adib va lui amener 7 rouleaux anciens qui valent, pour l'instant, personne ne sait ce que ça vaut, en tout cas c'est ancien, et Kando cherche à les revendre. Il est antiquaire et il va trouver un acquéreur en la personne du métropolite de l'église assyriaque de Jérusalem, le père, le révérend Anastasius Samuel, que vous voyez à droite, qui est donc le métropolite de l'église assyriaque et qui achète 4 de ces rouleaux anciens.
pour quelques centaines de dollars. Ça a l'air ancien, ça a l'air quelque chose d'intéressant, mais il n'a aucune idée de quelle trouvaille inestimable il a en main. Donc, Anastasius Samuel le montre à des amis de l'école biblique de Jérusalem, de l'école d'archéologie du nom d'Albright, et tout le monde se rend compte que ce sont des rouleaux anciens, sans très bien comprendre ce que sont ces rouleaux et que représentent-ils et qui sont-ils en fait. Alors, à cette époque-là, un archéologue juif, Eliezer Lipa Soukenik, rencontre un des archéologues qui lui parle de ces rouleaux, et Eliezer Lipa Soukenik se rend compte que c'est un rouleau biblique très ancien, et donc il demande d'où vient ce rouleau. On lui dit que ça vient d'un antiquaire du nom de Kando de Bethléem, et Eliezer Lipa Soukenik prend contact avec cet antiquaire, lui demande « Aurais-tu d'autres rouleaux à me proposer ?» Kando répond « Oui, j'en ai d'autres. » Mais le problème, c'est qu'à l'époque, se rendre à Bethléem, c'est compliqué. Jérusalem est déjà coupée en deux, pas par le mur qui va séparer Jérusalem est de ouest après la guerre d'indépendance, mais les Anglais déjà avaient fait des zones de sécurité. Bevingrad, on l'appelait par dérision, du nom comme le siège de Leningrad, qui avait été la fin des Allemands en Russie. Alors là, c'est le siège, pardon, Stalingrad, qui avait été la fin des Allemands en Russie. Bevingrad, ça va être la fin des Anglais en Palestine. Donc, les Anglais font des zones de tampons avec des fils de fer barbelés, avec des dents de dragon qui empêchent les voitures de passer. Et c'est très dur de se rendre à Bethléem. Mais Eliezer Lipa Soukenik fixe rendez-vous avec Kando devant les barbelés. Vous voyez l'image qui vient d'un petit film qui est au musée d'Israël. Et ils se rencontrent des deux côtés du barbelé. Et Kando donne un fragment de rouleau à Eliezer Lipa Soukenik pour qu'il puisse l'analyser et voir qu'il s'agit effectivement d'un rouleau ancien. Il faut se rappeler une chose, c'est qu'en archéologie, il y a énormément de faux. Ça vaut beaucoup d'argent, et donc les faussaires ne se gênent pas de faire des fausses pièces de monnaie, des faux rouleaux, des faux tampons anciens, etc. On fera peut-être une fois une conférence sur Moshe Shapira, qui était le faussaire de génie, qui a fait des faux dans énormément de domaines archéologiques à Jérusalem. Et donc, Eliezer Lipa Soukenik veut analyser ce fragment, il l'analyse et se rend compte qu'il a dans les mains un fragment très ancien, le plus ancien fragment d'un texte hébreu écrit, puisque les matières organiques comme le papyrus, comme le parchemin ne se conservent pas pendant 2000 ans. Donc, on a des textes bibliques très anciens qu'on a retrouvés gravés dans la pierre ou gravés sur une amulette d'argent qu'on a retrouvée à Ketephinnom, mais on n'a jamais trouvé un rouleau entier écrit à l'encre sur du parchemin ou sur du papyrus. Et là, maintenant, grâce aux conditions météorologiques de la mer Morte qui est très sec, on a un papyrus qui, on le verra après, a plus de 2000 ans. Alors, bien sûr, Soukenik veut acheter les 3 rouleaux qui sont encore en possession de Kando, puisque 4 de ces rouleaux, il a vendus au métropolite assyriaque. Il lui en reste encore 3. Et Eliezer Lipa Soukenik se porte acheteur. Vous voyez, vous avez devant vous un extrait de rouleau. Voilà de quoi ça a l'air. C'est de l'hébreu ancien, mais vous pouvez le lire. Varech et Trem. C'est de caractères un petit peu différents de ce qu'on a l'habitude, mais c'est de l'hébreu, c'est très net, et de l'hébreu très, très ancien. Et la date que fixe Soukenik à Kando, la date où ils se mettent d'accord pour acheter les 3 rouleaux, se trouve être le 29 novembre 1947. Donc, on est quelques mois après la trouvaille des premiers rouleaux, presque un an est passé, mais le 29 novembre 1947, c'est une date fatidique. C'est la date où l'ONU doit voter le plan de partage de la Palestine. Et donc, est-ce qu'on peut aller à Bethléem ou est-ce que, avec les tensions et la montée du nationalisme arabe, Eliezer Lipa Soukenik ne risque pas sa vie en allant à Bethléem. Et donc, il se tourne vers le commandant des chefs des opérations de la Haganah pour lui demander est-ce qu'il peut aller à Bethléem ou est-ce que c'est trop dangereux? Et la réponse qu'il reçoit du commandant des opérations de la Haganah est une réponse en 2 volets. La première réponse, c'est bien sûr que tu ne peux pas y aller. C'est beaucoup trop dangereux dans la situation, dans les conjonctures actuelles du vote à l'ONU. Tu ne peux pas aller à Bethléem.
D'un autre côté, cette trouvaille archéologique est bien trop importante pour que tu n'ailles pas à Bethléem et tu es obligé d'aller chercher à Bethléem. Et sur cette réponse ambiguë, d'un côté, il faut aller à Bethléem, de l'autre côté, tu ne peux pas aller à Bethléem, il ajoute ce mot papa. Parce que le chef des opérations de la Haganah n'est autre que le futur général Yigael Yadin, futur général en chef, qui va être le général en chef d'ailleurs de la guerre d'indépendance, et qui est le fils de Eliezer Lipas Kenik. Donc son fils lui dit il faut que tu y ailles, c'est trop important, on ne peut pas rater une occasion pareille. De l'autre côté, fais gaffe parce que c'est très très dangereux à cette date-là d'aller à Bethléem. Soukenik va à Bethléem, rencontre Kando et achète les 3 premiers rouleaux pour quelques centaines de dollars. C'est très peu par rapport à la valeur de ces rouleaux. C'est beaucoup d'argent de l'époque, mais c'est peu par rapport à la valeur des rouleaux. Et il réussit à acheter 3 rouleaux. Un, c'est un rouleau du livre de Isaïe, le livre biblique d'Isaïe. Le deuxième, c'est un rouleau qui s'appelle rouleau de la guerre, je vais tout vous expliquer. Le troisième, le rouleau des louanges, Megillat Haodayot. À Qumran, on a retrouvé des écrits de 3 catégories. Une catégorie, ce sont des textes du Tanakh, des textes bibliques. On a retrouvé tous les textes de la Bible en plusieurs exemplaires, depuis Bereshit jusqu'à la fin du Tanakh, à l'exception des livres de Esther et de Néhémia qui n'ont pas été retrouvés, mais tout le reste, on a retrouvé. Donc, un livre de Yeshayahu, c'est très important, ça va nous prouver l'ancienneté du texte biblique, puisqu'il y a beaucoup de discussions d'experts dans les facultés qui étudient les antiquités juives. Est-ce que la Bible remonte, à quelle date elle remonte, à quelle date on aurait ajouté, modifié le texte biblique? Là, on a des rouleaux qui sont datés d'il y a 2200 ans, qui ont le même texte, le texte qu'on connaît dans les Bibles juives. Les seconds textes qu'on a, l'autre catégorie de textes qu'on a trouvé, la deuxième catégorie, c'est les livres apocryphes. Les livres apocryphes, c'est ce qu'on appelle en hébreu Sfarim Chitzonim, les livres extérieurs à la Bible. Ce sont des livres de la sagesse, des livres de sagesse juive, ou des livres historiques juifs, comme le livre des Maccabées, comme le livre de Judith, qui sont des livres historiques, ou comme le livre de Ben Sira, l'Ecclésiastique, qui sont des livres de sagesse, qui sont des livres écrits par des juifs, mais que les rabbins n'ont pas rentré dans le canon biblique. Et pour cette raison, on les a oubliés. Surtout que les rabbins nous ont dit dans le Talmud, Hakore basfarim chitzonim en lo chelek leolam haba. Celui qui lit les livres extérieurs n'aura pas sa part au monde futur, bien que les rabbins ne se gênent pas pour les lire et pour les citer dans le Talmud. Il y a dans le Talmud des citations de différents livres, de Ben Sira surtout, mais encore d'autres livres, d'autres livres apocryphes. Le Rav Cherki a une fois expliqué dans un cours que Hakore basfarim chitzonim, Mikra, c'est le nom que les rabbins donnent à la Bible. Celui qui lit les Sfarim Chitzonim comme le Mikra en disant c'est la Bible, n'a pas sa part au monde futur, ce n'est pas la Bible, ce n'est pas la Kedusha, la sainteté du canon biblique, mais ce sont des livres de sagesse juive. Comme on ne les a pas étudiés chez les Juifs, on les a perdus en fait, et on ne les connaît que de leur traduction en grec qui sont restés dans les Bibles chrétiennes. Les catholiques ont intégré ces livres-là dans les Bibles catholiques, et donc on connaît les traductions en grec, en latin, mais la première fois qu'on trouve les originaux en hébreu, en araméen, qu'on a retrouvé à Qumran. Le troisième groupe de textes que l'on trouve à Qumran, ce sont des textes de la secte qui habitait Qumran. À Qumran, il y avait une secte juive qu'on appelle Kat Hayachat, c'est comme ça qu'eux-mêmes s'appellent, la secte ensemble. C'était les kibbutznikim avant l'heure, puisque chez eux, tout est partagé. Il n'y a pas de propriété privée, donc c'est le kibbutz, le premier kibbutz, c'est la secte du Yachad. Au début des trouvailles des rouleaux de Qumran, on a voulu parler des Esséniens. Aujourd'hui, c'est pratiquement acquis que ce ne sont pas les Esséniens, mais on sait par l'historien de l'époque, Yosef ben Matityahu Flavius Joseph, qu'il y avait 22 sectes juives à l'époque. Donc, nous, on se rappelle des Prouchim, dont nous sommes les descendants, on se rappelle des Tzdukim, les prêtres du temple, on se rappelle des Issim, mais il y avait encore beaucoup d'autres. Et le groupe du Yachad qui habite à Qumran a des textes qui sont propres à cette secte du Yachad. Dans l'un des textes, il y a donc le rouleau de la guerre qui raconte une guerre eschatologique entre le Kohen Aracha, le méchant prêtre de Jérusalem, et le Moré Tzedek, le maître de justice, qui est le maître de la secte de Qumran, qu'il y aura une guerre entre ces deux courants, et le Moré Tzedek vaincra le Kohen Aracha de Jérusalem. Donc ça, c'est raconté dans le rouleau de la guerre. Et il y a comme ça aussi les règles de la secte qui donnent les règles, comment se conduire à Qumran dans cette secte du Yachad.
on a des commentaires de la Bible qui sont des commentaires de la secte du Yachad. Ils appelaient ça péché. On a le péché Habakkuk, donc l'explication du livre du prophète Habakkuk écrit par ces gens de Qumran. Ce que Soukonik a acheté, c'est un livre d'Isaïe et deux livres de la secte. À gauche, vous voyez le travail de restauration qui est fait à Jérusalem parce que les rouleaux ne sont pas tous en bon état. Il y a des fragments qui se sont détachés, il y a eu des morceaux qui ont pourri et il y a tout un travail de reconstituer les rouleaux. Aujourd'hui, c'est plus facile puisqu'on a tout scanné, cherchez le mot, on a tout scanné et aujourd'hui, on a des ordinateurs qui font du puzzle et qui refont le puzzle et ils nous collent les morceaux. À l'époque, ça se faisait bien sûr à la main. Et on va laisser tomber ça. On arrive à 1949. 1949, la guerre d'indépendance est finie. On peut retourner à l'archéologie. Le problème est que vous voyez la carte à droite, la région de Qumran, la région de la mer Morte, en tout cas le nord de la mer Morte, la région de Qumran, c'est en jaune, c'est donc sous occupation jordanienne. Et donc, on ne peut pas retourner, on ne peut pas aller à Qumran, continuer les fouilles. Les Jordaniens vont continuer les fouilles parce que les Jordaniens ont aussi une école d'archéologie. Il faut se rappeler que la Jordanie, ça a été créé de toutes pièces par les Anglais. Les Anglais sont derrière, les archéologues anglais sont très intéressés à continuer à trouver les rouleaux de Qumran. C'est considéré comme la plus grande découverte archéologique du XXe siècle. Et donc, les fouilles continuent. Malheureusement, elles ne sont pas en Israël, elles sont en Jordanie, à Qumran. Nous, on intéresse à trouver nos antiquités à nous, notre Tanakh à nous. Eux sont intéressés par une curiosité scientifique d'analyser des textes anciens. Et vous voyez à gauche le directeur des fouilles en Jordanie, qui est un Français qui s'appelle Roland Deveau. Vous voyez de nouveau dans cette photo Roland Deveau, à droite avec un fragment de rouleau qu'il vient de trouver, et derrière avec des soldats de la Légion transjordanienne, les soldats, les Bédouins de la Légion arabe de Transjordanie. Mais regardez maintenant Roland Deveau, parce que là vous le voyez à gauche de l'image, vous voyez qu'il est habillé un petit peu différemment de la photo d'avant, il porte une soutane. Parce qu'effectivement, le père Roland Deveau n'est pas seulement archéologue, il est également prêtre. C'est un prêtre dominicain de l'école biblique de Jérusalem. Et c'est lui qui dirige les fouilles à Qumran. Alors regardez de nouveau, là c'est la photo du père Roland Deveau en soutane, en uniforme de prêtre, et à droite, c'est un livre que j'ai dans ma bibliothèque. Il y a énormément de livres sur Qumran, il y a des centaines ou peut-être des milliers de livres de Qumran, des livres qui ont été écrits par des experts, qui sont des études des rouleaux, des livres historiques qui racontent la découverte des rouleaux, des livres de policiers qui racontent des intrigues à Qumran, comment les archéologues qui cherchent les rouleaux se font tuer par des forces occultes. Il y a même en français des livres sur Qumran qui ont été publiés, j'ai oublié le nom là, on reviendra, un roman policier à Qumran, et le livre que vous voyez à droite s'appelle « Les rouleaux de la mer Morte, la tromperie » ou la comment on dirait ça en français, je cherche le mot pour deception. En fait, ce rouleau, ce que ce livre veut raconter comme histoire, il veut dire que ce n'est pas par hasard que c'est le père Roland Deveau qui dirige les fouilles. D'après ce livre, le père Roland Deveau a été mandaté par le Vatican, puisque cette secte du Yachad se trouve à Qumran. Qumran, c'est à 7 km de Jéricho. À côté de Jéricho, dans le Jourdain, opère un personnage qui donne le baptême aux gens qui l'approchent. Ce personnage s'appelle Jean-Baptiste, Yohanan Amadbil, qui plonge les gens dans le Jours-Dun, et Jean-Baptiste va être le personnage qui va baptiser Jésus. Et dans l'eschatologie chrétienne, dans la théologie chrétienne, Jean-Baptiste est l'annonciateur de Jésus. Il y a toujours un annonciateur, et le Havdil Elef Alfer Dalot. Nous, on a dans notre tradition le prophète Élie qui annonce la venue du Mashiach, et l'Havdil chez les chrétiens, c'est Jean-Baptiste qui annonce la venue de Jésus. Et les grandes questions qui intriguaient, est-ce que ces gens de Qumran étaient-ils des premiers chrétiens, les premières sectes chrétiennes? Et donc, dans ces cas-là, est-ce que les écrits de la secte sont en accord avec la théologie officielle de l'Église comme elle est aujourd'hui?
Donc, d'après ce livre, je dis ça, tout le monde n'est pas d'accord avec, les théories de conspiration, est-ce que l'Église aurait voulu jeter un œil sur les rouleaux avant qu'ils ne soient publiés et qu'elle aurait donc mandaté le père Roland Deveau pour diriger les fouilles et exercer une censure, et si jamais les rouleaux qui sont sortis de la terre, exhumés, sont problématiques par rapport à la doctrine chrétienne, peut-être les faire disparaître avant qu'il y ait trop de remous autour des doctrines acceptées aujourd'hui, des doctrines officielles de l'Église. La question était posée, je n'y réponds pas, mais la question était posée, est-ce que l'Église aurait voulu censurer les rouleaux de Qumran, ayant peur de ce qu'on risquait d'y trouver? La question reste posée. Les rouleaux qui sont trouvés à Qumran et qui passent donc la censure du père Deveau, pas la censure, mais la critique scientifique du père Deveau, arrivent au musée Rockefeller à Jérusalem. Ceux qui connaissent, ce musée peut se visiter. Aujourd'hui, il fait partie du musée d'Israël. Il y a le musée d'Israël que vous connaissez près de la Knesset, mais le musée Rockefeller, près de la porte de Shar Shrem, aujourd'hui fait partie du même complexe, le même directeur qui dirige les deux musées. Ce musée, qui était le musée d'archéologie à l'époque du mandat britannique, est l'endroit où les Jordaniens déposent les trouvailles, et donc les rouleaux sont au musée. Ils sont bien sûr d'abord étudiés à l'école biblique, à l'école des Dominicains, et après ils sont entreposés au musée Rockefeller. Peut-être vous connaissez mieux cette façade, la façade ouest, la façade sud du musée Rockefeller. Et donc, malheureusement pour Yigael Yadin, d'abord le professeur Soukanik, mais Soukanik décède et c'est son fils Yigael Yadin qui a quitté l'armée et qui a pris la relève comme archéologue de renom, voudrait bien étudier ces rouleaux. Malheureusement, pour un Israélien, il est impossible d'aller à Jérusalem-Est, jeter un œil, étudier ces rouleaux. Mais voilà que notre ami Yigael Yadin se trouve en mission aux États-Unis. Il a fait une série de conférences aux États-Unis et un ami lui demande est-ce qu'il aurait par hasard lu le Wall Street Journal du matin. Alors, le Wall Street Journal, ce n'est pas le genre de journaux que lit Yigael Yadin. Le Wall Street Journal, c'est un journal économique. Yigael Yadin préfère les journaux de généralité, les nouvelles, ou alors les journaux historiques ou scientifiques. L'économie l'intéresse moins, mais un ami lui fait remarquer que dans le Wall Street Journal de ce matin-là, il y a un entrefilet dans les annonces, les petites annonces à vendre. Alors, à droite, vous voyez un agrandi de l'encadré. 4 rouleaux de la mer Morte sont mis en vente. Des manuscrits bibliques datant d'il y a au moins 200 ans avant l'ère commune sont en vente. Ce serait un cadeau idéal pour une institution religieuse, éducative, et l'adresse où prendre contact pour acheter ces 4 rouleaux de la mer Morte. Alors pour Soukanik, pour Yigael Yadin, c'est évident, il s'agit des 4 rouleaux que Kando avait vendus au métropolite Anastasius Samuel. Effectivement, Anastasius Samuel a fui Jérusalem et les combats entre Juifs et Arabes en 1948. Il était aux États-Unis, il a emmené les rouleaux avec lui. Et maintenant, il voudrait bien se faire un peu d'argent et vendre ces rouleaux. Le problème, c'est qu'il ne peut effectivement pas les vendre chez un antiquaire ou dans un journal d'archéologie, parce qu'on risquerait de lui poser des questions. Comment a-t-il obtenu ces rouleaux? C'est un vol qualifié d'antiquité, c'est interdit par les lois de l'UNESCO. Et donc, il ne met pas une annonce dans un journal où les archéologues risquent de s'intéresser à ces rouleaux, mais il l'a mis dans le Wall Street Journal. Yigael Yadin, qui a compris de quoi il s'agit, dit à un ami, va te porter acquéreur. Si moi je me porte acquéreur, il risque de comprendre que c'est le gouvernement israélien, il va faire monter les enchères. Donc, on va faire un achat par tiers pour qu'ils vendent à un prix correct. Le contact est pris, il y aura des délibérations, il y aura des discussions assez vives. Et finalement, Anastasius Samuel demande $120,000 pour les rouleaux. C'est une somme énorme à l'époque. $120,000 des années 50, ça permet d'acheter plusieurs appartements à Jérusalem à l'époque. C'est aujourd'hui en millions de dollars. Bien sûr, Yigael Yadin n'a pas cet argent. Le gouvernement israélien n'a pas non plus l'argent. Je rappelle qu'on est dans les années 50, on est en pleine récession. J'avais fait une conférence sur le MeToo, les années d'austérité.
Et donc, Yigal Yadin va demander à des riches philanthropes américains de donner l'argent, mais il va demander à l'État d'Israël de se porter garant du fait qu'il va trouver l'argent pour sceller l'achat avec Anastasia Samuel. Donc, le gouvernement d'Israélien est derrière, même dans les coulisses, pour garantir qu'il y aura de l'argent qui va rentrer. Et en fait, c'est des juifs américains, la famille Gottesman, qui va donner la grosse partie de l'achat, plus de 70 000 $, ils vont donner pour acheter ces rouleaux. Et Yigal Yadin arrive à racheter ces rouleaux qu'il envoie par 4 avions séparés. Il faut se rappeler qu'on est dans les années 50. Les avions ne sont pas aussi safe qu'aujourd'hui. Il y a un petit peu un risque. On ne va pas prendre le risque de perdre ces rouleaux qui ont 2000 ans d'existence, plus de 2000 ans d'existence. Et donc, il y a 4 messagers dans 4 avions différents qui prennent les airs pour Israël. Et aujourd'hui, et donc à Jérusalem, on a réuni les 7 rouleaux de la mer Morte qu'on connaissait d'avant 1947, d'avant la guerre d'indépendance. Mais pendant ce temps-là, les Jordaniens, on trouve des nouveaux. Ça, malheureusement, on ne peut rien faire. Ils sont au musée Rockefeller. Alors, voilà les rouleaux que maintenant on a, qui sont aux mains d'Israël. Vous connaissez le rouleau de Yeshayahu, j'avais parlé. Megillat HaOdayot en bas, c'est le Thanksgiving. Et War Scroll, le livre des guerres. Ce qu'on a retrouvé, c'est un deuxième livre, une deuxième version du livre de Yeshayahu. Pesher Habakkuk, qui est un commentaire sur le livre prophétique de Habakkuk, un commentaire de la secte de Qumran. Serach HaYachad, c'est les règles de la communauté de Qumran, comment ils mangent ensemble, tout est commun, qu'ils mangent en silence, qu'ils vont au mikveh avant chaque repas, toutes les règles de la secte dans le Serach HaYachad, et un midrash extérieur du livre de Bereshit. Tout ça sont les 7 rouleaux qui sont maintenant chez Yigal Yadin, vous le voyez là, avec les rouleaux qui sont à Jérusalem. Mais Yigal Yadin rêve encore de Qumran et des rouleaux que les Bédouins sont en train de trouver. Et pour l'instant, dans les années 60, on fera même un musée à Jérusalem, au musée d'Israël. Le début du musée d'Israël sera le Hechal HaSefer, la salle du livre où sont exposés les rouleaux de Qumran. Vous voyez à droite le toit du bâtiment qui ressemble au couvercle d'une des jarres où on a retrouvé les rouleaux. À gauche, vous voyez le centre du bâtiment où est exposé le rouleau de Yeshayahu. Aujourd'hui, ce n'est plus l'original parce que l'original a tenu le coup de 1000 ans dans le désert, mais il s'abîmait à la lumière, donc il est maintenant dans des caves avec contrôle de luminosité, contrôle hygrométrique, etc. Et c'est un fac-similé qui est exposé au musée. Mais Yigal Yadin, qui a été donc général en chef de la guerre d'indépendance, se dit il y a peut-être encore d'autres grottes, d'autres trouvailles à faire dans le désert. Et ce qui se passe maintenant, c'est que les Bédouins sont partis à la chasse au trésor parce qu'ils ont compris qu'il y a beaucoup de rouleaux qui valent beaucoup d'argent à Qumran. Et d'ailleurs, ce qu'ils vont faire, quelque chose qui est assez terrible pour les archéologues, c'est quand ils vont se rendre compte que ça vaut très cher, qu'on leur paye beaucoup d'argent pour leurs rouleaux, ils vont les découper en morceaux. Parce que pourquoi vendre un rouleau si on peut en vendre 2 ou 3? Donc, ils prennent les rouleaux, ils les coupent. Les archéologues vont se rendre compte plus tard que les rouleaux peuvent se mettre bout à bout. Ils vont comprendre que c'est les Bédouins qui les découpent. Et pour essayer de contrer cette dévastation, ils vont dire aux Bédouins qu'ils vont payer un prix d'après la longueur du rouleau. Et plus le rouleau est long, exponentiellement, le prix va monter de façon à ce qu'il n'y ait pas intérêt à être découpé en morceaux. Mais donc, la région de Qumran est en Jordanie, on ne peut pas faire de fouilles là-bas. Mais Yigal Yadin dit, mais il y a quand même une partie du désert de Judée qui est en territoire israélien. Peut-être que là-bas aussi, il y a de quoi trouver. Et donc, il va mettre l'armée au service de 4 missions archéologiques. Il va prendre les 4 archéologues les plus en vue de l'époque. Et ils vont faire des fouilles dans le Nahal Mishmar, dans le Nahal Eigrod, dans le Nahal Selim. Et on va retrouver, par exemple, dans le Nahal Mishmar, après l'En-Gedi, on retrouve ce trésor qui est à gauche, un trésor chalcolithique avec des centaines de pièces en bronze d'un sanctuaire qui a 4000 ans d'âge. Dans la grotte qui va s'appeler Meharat HaIgrot, on va retrouver des lettres de Bar Kokhba, le général qui a dirigé la révolte contre les Romains à l'époque de l'empereur Adrien, ce dont on a rappelé ces combats dans le jour de l'Akba Omer la semaine dernière. Donc, on fait des trouvailles dans le désert dans le Midbar Yehuda, mais on n'a pas retrouvé des rouleaux comme à Qumran. Ça, c'était resté uniquement sur la région de Qumran. On a fait d'autres découvertes dans d'autres régions du désert de Yehuda. Donc, on a une moisson de découvertes archéologiques, on n'a toujours pas les rouleaux. Les rouleaux sont toujours chez les Jordaniens. Et alors, je vous ai parlé du fait qu'il y a beaucoup de faux en archéologie, il y a beaucoup d'amateurs aussi qui
font la course aux antiquités. Au 19e siècle, il y avait un aventurier du nom de Parker qui a créé une société par action pour retrouver les trésors du temple à Jérusalem. Il avait promis aux actionnaires qu'il diviserait le butin, les objets d'or du temple de Jérusalem entre les actionnaires. Il a commencé à faire des fouilles à Jérusalem. Il a fait des dégâts terribles parce que le gars, dès qu'il trouve un vase ancien, il le casse. Ça ne l'intéresse pas. Lui, ce qui l'intéresse, c'est uniquement les rouleaux en or qu'il pourra partager, le boutin qu'il pourra partager avec ses actionnaires. Donc, il cherche des vases d'or, la menorah du temple, la table des pains ou d'autres ustensiles, mais les vases anciens ne l'intéressent pas. Alors là arrive un aventurier qui amène un ordre de mission et qui se présente au renseignement militaire d'Israël en disant voilà, il a été mandaté par Yigael Yadin pour rechercher les rouleaux qui sont aux mains des Jordaniens. Lui a des idées comment aller en Jordanie et il demande qu'on lui mette à disposition un avion léger et deux command-cars. Et il part en mission secrète, donc personne ne sait ce qu'il fait. Soi-disant, il fait des incursions vers Hebron, vers Bethléem pour trouver des rouleaux. Et un jour, il va se fâcher avec son adjoint qui va vendre la mèche, qui va dire ne croyez pas qu'il fait des missions secrètes pour trouver des rouleaux. En fait, il demande des budgets, puis après, on va se promener, on fait des balades en avion, on fait des balades dans le désert avec les command-cars. Mais en fait, on ne recherche rien du tout. Ce n'est pas du tout une mission scientifique. C'est un gars qui a réussi à trouver comment obtenir de l'argent, des budgets, un avion. Bien sûr, quand on comprend ça, la mission est interrompue et le gars disparaît dans la nature. Mais pour expliquer qu'il y a, il y a beaucoup de tromperies dans cette recherche archéologique, et même Yigael Yadin tombe dans le panneau avec cet aventurier qui avait dit qu'il arriverait à ramener des rouleaux, mais il ne ramène rien. Donc, d'abord, on a eu les fouilles que fait Yigael Yadin dans le désert de Midbar Yehuda, l'aventurier qui se propose, et maintenant, première mission secrète. Ce que vous voyez maintenant devant vous, ce sont des égouts, pas en Israël, les égouts de Varsovie. Ceux qui se rappellent le film sur la révolte du ghetto de Varsovie, on va en voir un petit extrait de 1 minute. Bien, vous vous rappelez que dans la révolte du ghetto de Varsovie, après que le ghetto a été détruit, les derniers survivants de la révolte s'enfuient par les égouts pour rejoindre les partisans et continuer le combat. Alors, ce n'est pas qu'à Varsovie qu'il y a des égouts. Il y a des égouts dans toutes les grandes villes. Et je rappelle que Jérusalem moderne a été construite à l'époque du mandat britannique et les Anglais ont construit des égouts. Et on a une idée. On va passer par les égouts, puisque les égouts sous la ville de Jérusalem ne connaissent pas le fameux mur de Jérusalem. Ils ne connaissent pas la discrimination Jérusalem-Est, Jérusalem-Ouest qui règne au-dessus du sol. Et donc, on va passer par les égouts, on va rentrer à Jérusalem-Ouest, Jérusalem juive, dans les égouts. On va sortir des égouts juste devant le musée Rockefeller. On va rapidement neutraliser les gardiens du musée. On va s'emparer des rouleaux et on les ramène en Israël. Ça a été pensé, l'opération a été planifiée, elle n'a pas été exécutée parce qu'on se comprend qu'il y aura un petit problème. Si on ne peut pas raconter qu'on a les rouleaux et qu'on les garde secrets, alors on n'a rien fait parce que c'est une trouvaille scientifique, il faut l'étudier, il faut faire des rapports scientifiques, il faut faire des communications au monde scientifique. Et si on le fait, tout le monde saura qu'on a volé, que l'armée israélienne a fait une incursion au territoire jordanien, et on aura de gros problèmes à l'ONU, on va être attaqué à l'ONU. De quel droit a-t-on mené une action au territoire jordanien? Qui plus est, il s'agit d'un vol d'antiquités, puisque ces antiquités ayant été trouvées sur le sol jordanien, elles appartiennent à l'État jordanien. Et donc, on décide d'annuler l'opération, mais l'opération a été planifiée. Donc, c'est une opération secrète pour mettre la main sur les rouleaux, pour comprendre l'importance de ces rouleaux pour Israël. Alors, tout ça, c'était la préhistoire de la guerre des 6 jours où j'arrive maintenant. On a essayé d'acheter les rouleaux qu'on pouvait, on a essayé de trouver ce qu'on pouvait trouver dans le désert, on a essayé de rentrer dans Rockefeller, mais maintenant, la donne change puisqu'on est en 1967, à la guerre des 6 jours. Les Égyptiens ont militarisé le Sinaï et nous ont bloqué la navigation à Sharm el-Sheikh. Et donc, on part en guerre contre l'Égypte. Hussein se joint à la bataille et donc on part en guerre contre Hussein. Et bien maintenant qu'on a pris Jérusalem, on peut donc aller chercher
les rouleaux à Rockefeller, bien sûr, mais aussi chez l'antiquaire. L'antiquaire a peut-être encore des rouleaux, parce que dans les années 60, Yigael Yadin a été contacté par un Américain qui dit qu'il est en contact avec un antiquaire de Bethléem, qui a encore en sa possession des rouleaux, qui demande la somme tout à fait dérisoire de 2 millions de dollars de l'époque. 2 millions de dollars de l'époque, c'est des dizaines de millions de dollars actuels. Il y a des discussions, des pourparlers avec cet Américain qui envoie des extraits, parce que de nouveau, Yigael Yadin dit « envoie-moi un extrait que je puisse voir que c'est sérieux ». Il découpe un morceau d'un rouleau, il l'envoie par la poste à Yigael Yadin, qui l'analyse, qui voit que c'est effectivement un rouleau de la mer Morte. Juste pour le fragment qui était envoyé par avion, il a demandé 7 000 $. Il en voulait 20 000. Finalement, il a réussi à baisser le prix à 7 000 $, ce qui est encore une somme faramineuse pour l'époque, pour un petit morceau de parchemin. Et ils se mettent d'accord pour la somme de 100 000 $ pour un manuscrit. Mais finalement, tout ça, ça n'aboutit pas parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que Majali, qui était le Premier ministre de Jordanie, avait accepté contre pot de vin de fermer les yeux et de laisser vendre ce rouleau vers un acheteur américain, mais Majali est assassiné et donc il n'y a plus possibilité de faire passer le rouleau aux États-Unis pour l'envoyer en Israël. Et donc cette opération d'acheter le rouleau n'a pas réussi. Mais maintenant, Yigael Yadin veut mettre la main sur ce rouleau, puisqu'il sait qu'il y a un rouleau qui est encore aux mains de l'antiquaire à Bethléem, et il veut profiter maintenant de la guerre de 6 jours. Maintenant, on ne sait pas encore si c'est une guerre de 6 jours. On ne sait pas que la guerre va être finie tellement rapidement. Et Yigael Yadin, qui est conseiller de sécurité, conseiller militaire du Premier ministre Levi Eshkol, lui dit il faut maintenant rapidement mettre la main sur le rouleau qui se trouve à Bethléem, plus les rouleaux de Rockefeller, avant que les Jordaniens n'aient le temps de tout de tout prendre et l'emmener à Amman dans leur capitale. Ils ne savent pas que la guerre va être tellement rapide que les Jordaniens n'auront le temps de rien déplacer, mais c'est là qu'il l'appelle Rafi Siton et lui dit fonce, retrouve l'antiquaire qui s'appelle Dino Dido et récupère le manuscrit qu'il y a chez lui. Rafi Siton reçoit la mission. Il va donc à Jérusalem-Est. Comment est-ce qu'on arrive à Jérusalem-Est? On passe par la porte de Mandelbaum. À l'époque, je rappelle qu'il y avait un mur qui sépare Jérusalem-Est et Jérusalem-Ouest. Et le passage de la muraille, c'était le passage Mandelbaum qui permettait aux diplomates ou aux touristes de passer. Aux Israéliens, c'était fermé. Maintenant, Tzahal est de l'autre côté. Tzahal a pris la vieille ville de Jérusalem. Et donc, Rafi Siton et son équipe, qui ont une voiture, à l'époque, ont réquisitionné des voitures. Donc, c'est une belle voiture américaine qui a été réquisitionnée. Et ils arrivent au point de passage de Mandelbaum. Et là-bas, au point de passage, ils trouvent le personnage que vous voyez à gauche, qui n'est autre que Chaim Herzog, le futur président de l'État d'Israël. Chaim Herzog, à l'époque, a été commandant en chef du renseignement militaire et il vient d'être nommé gouverneur de Jérusalem, gouverneur militaire de Jérusalem qui vient d'être libéré. Plus tard, quand on va libérer la Judée, Samarie, on va libérer aussi Bethléem, Hebron, Shrem, Jenin, etc. Il sera gouverneur de la Judée, Samarie. Et ils sont tout contents, Rafi Siton, parce qu'étant des soldats du renseignement militaire, Chaim Herzog était leur commandant jusqu'à il n'y a pas longtemps. Ils le connaissent donc. Ils disent, Hi, Shalom, on est arrivé, on a une mission secrète à Jérusalem-Est. À quoi Chaim Herzog répond, tant que je suis là, personne ne passe. L'armée avait très peur qu'il y ait des razzias et les gens aillent voler les Arabes à Jérusalem-Est. Et il y a une interdiction aux civils, il n'y a que les soldats qui se battent encore là-bas, qui ont le droit d'être là-bas, et Rafi Siton comprend qu'il ne peut pas passer. Qu'à cela ne tienne, on va contourner. Au lieu de rentrer par la porte Mandelbaum, on va passer par le sud, par la région de Ramat Rachel, et ils arrivent à l'est de Jérusalem, ils arrivent à le quartier de Nachalat Shimon, Shimon HaTzadik, et là-bas, il y a un hôtel dans lequel Rafi Siton prend l'annuaire téléphonique, prend le bottin, cherche un antiquaire du nom de Dino, il ne trouve pas. Alors, ils écument les rues marchandes en cherchant des magasins pour chercher Dino, ils ne trouvent pas. Et finalement, ils se rendent à l'hôtel Ambassador où se trouve le quartier général des
des parachutistes et ils demandent à une ligne téléphonique, l'hôtel ambassadeur est à droite, et ils veulent une communication avec Yigael Yadin. Yigael Yadin leur dit, je ne sais pas plus que ce que je vous ai dit, Dido, trouvez-moi ce gars-là et trouvez le rouleau. Et donc, c'est quand même encore problématique de se promener dans la partie est de Jérusalem. Il y a encore des tueurs embusqués. Et Rafi Sitton va chez le commandant de la région centre, le général Uzi Narkis, pour lui demander son aide pour rentrer à Jérusalem-Est. Vous voyez la photo connue de la guerre des 6 jours, où à droite, on voit Yitzhak Rabin, qui est le commandant en chef. À sa gauche, au centre, Moshe Dayan, qui est le ministre de la Défense. Et tout à fait à gauche, Uzi Narkis, qui est le commandant de Jérusalem, de la région centre, là en promenade de santé dans la ville qui vient d'être libérée. Et ils arrivent chez Uzi Narkis qui leur dit « Ok, vous êtes en mission secrète, je vous donne un commande-car pour aller à Jérusalem-Est. Et vous avez à droite le commande-car avec un mortier de gros calibre. Et c'est comme ça que Sitton rentre dans Jérusalem-Est. Et ils arrivent de nouveau dans la région de la Rehov Salahadin, où il y a beaucoup de magasins, pour chercher cet antiquaire Dido, puisque Yigael Yadin s'énerve, trouvez-le et trouvez rapidement le rouleau. Et ce qu'ils voient dans les rues de la ville, en fait, c'est des milliers de Jordaniens qui ont été arrêtés. Là, cette photo, c'est en Égypte, mais c'est la même chose à Jérusalem. Il y a des centaines, des milliers de civils qui sont arrêtés par l'armée, parce que quand les Jordaniens ont compris qu'ils avaient perdu la bataille, beaucoup de Jordaniens ont jeté leurs uniformes, sont habillés en civil pour se fondre dans la masse. Et donc l'armée va devoir interroger pour comprendre qui est soldat et prendre des soldats prisonniers et relâcher les civils. Et Sitton qui passe dans la vieille ville, il voit ces gens qui sont contre le mur de la ville, les bras en l'air, et il voit un personnage, un Jordanien qui est en uniforme de police, et il lui dit « Qui es-tu » Il lui dit « Je suis officier de police ». Et il dit « J'étais le commandant du poste de police de Wadi Joz, donc à côté des magasins de Rehov Salahadin. » Et Rav Sitton lui dit « Tu connais tout le monde ?» Il dit « Bien sûr, je connais tout le monde. C'est mon rôle de policier dans la région, je connais tout le monde. Est-ce que tu connais un Dido ?» On cherche un gars qui s'appelle Dino. À quoi le policier répond « Il n'y a pas de Dido, ce n'est pas un nom arabe, ce n'est pas de chez nous, je ne connais pas. Mais qu'est-ce que vous cherchez ?» Et alors Rav Sitton lui dit « On cherche un antiquaire du nom de Dino. » Ben, il fallait le dire. Ce n'est pas Dino que vous cherchez Kando. Kando, c'est le grand antiquaire de Jérusalem. Venez, je vous amène dans son magasin. Et ils vont devant le magasin. Vous voyez là le magasin Kando, le magasin d'antiquité qui existe à l'époque, qui existe encore plusieurs années après. Et le magasin est fermé. Alors, ils disent au policier, qu'est-ce qu'on fait? Le policier dit, mais en fait, Kando n'habite pas Jérusalem, il habite Bethléem. Ah, Bethléem, on se rappelle que l'antiquaire avec les rouleaux était de Bethléem. Est-ce que tu pourrais nous amener chez lui? Pas de problème. Et le policier jordanien amène Rafi Sitton et son équipe chez Kando à Bethléem. Ils arrivent là-bas, le Kando les reçoit avec un grand sourire, les amène à son magasin, il leur ouvre le magasin. Et bien sûr, vous êtes mes invités, vous prenez ce que vous voulez, vous êtes mes hôtes. Bon, on cherche des rouleaux. Ah, les rouleaux, je n'ai jamais eu de rouleaux, je ne sais pas de quoi vous parlez, j'en ai jamais vu, j'en ai jamais eu. Muet comme une carpe. Il le ramène à Bethléem à la maison. Là-bas, il voit son fils qui sort de la maison Tony, son fils qui est dans la quarantaine, qui est son associé. Et finalement, Rafi décide d'arrêter et Kando et son fils Tony pour les emmener en salle d'interrogatoire au commandement militaire de la région centre à Ramleh. Et là-bas, des enquêteurs du renseignement militaire commencent à les interroger. Pendant 4 jours, mais non, il n'y a jamais eu de rouleau, on ne connaît rien, je ne sais pas de quoi vous parlez, muet comme des carpes. Au 4e jour, les enquêteurs qui sont assez déçus, ils n'arrivent pas à faire parler l'antiquaire, usent une tactique connue dans les interrogatoires. Ils disent à son fils, Tony, tu sais, c'est dommage parce que ton père vient de nous raconter, de nous dire où il a caché les rouleaux, donc on va maintenant le libérer, il va rentrer à la maison. Mais toi qui as refusé de coopérer, tu vas maintenant pourrir en prison pendant 10 ans. Et bien sûr, avant de l'emmener au cachot, ils lui permettent de rencontrer son père. Et il y a une scène que les enquêteurs n'avaient pas envisagée. Tony tombe à bras raccourcis sur son père et lui dit « Comment, moi, ton fils aîné, moi, ton successeur, moi, ton héritier,
tu as des cacheteries et tu ne me dis pas où tu caches tes rouleaux. Et donc, Kando, qui doit se justifier face à son fils, lui dit, non, je l'avais caché, c'était pour ton bien, parce que si les Jordaniens avaient su que j'avais des rouleaux, c'était illégal, je n'avais pas le droit de les garder. Le gouvernement jordanien m'avait demandé de lui remettre tous les rouleaux, et donc j'aurais risqué la prison. Toi aussi, c'est pour ça que je ne t'ai rien raconté, mais du coup, il a vendu la mèche, et maintenant, il a compris qu'il a trop parlé, et il emmène les enquêteurs à la maison à Bethléem. Ils arrivent donc à la maison à Bethléem, Kandos rentre dans sa chambre à coucher, il s'adosse au mur, il fait 5 pas vers le centre de la pièce, il tourne à 90 degrés, il fait encore 4 pas, il refait 90 degrés à gauche, encore 3 pas, et il ôte ses chaussures, il pose ses chaussures sur la dalle où il s'est arrêté, il va à la salle de bain, il ramène une pompe à vide qu'on avait à l'époque pour déboucher les siphons, et il appuie ça sur les carrelages, et le carrelage sort, et il y a une cachette en dessous du carrelage, une cachette bétonnée, et dans cette cachette se trouve une boîte à chaussures, vous la voyez à droite, et dans la boîte à chaussures, bien emballée, se trouve un rouleau. Malheureusement, le rouleau, comme vous voyez en bas, était endommagé en partie, parce que malgré la cachette et l'emballage, etc., quand Kando lavait la spongia qui lavait son sol, il y a quand même de l'eau qui est rentrée et qui a endommagé le manuscrit. En tout cas, on a le rouleau, on l'a retrouvé. Rafi Siton a accompli sa mission, il a retrouvé Dido et il a ramené cette Megillah au peuple juif. Quelle Megillah a-t-il trouvé? C'est là que l'histoire devient intéressante. D'abord, Yigael Yadin, qui va consacrer maintenant 10 ans de sa vie à étudier ce rouleau, va dire qu'il manque des morceaux, et Kando se rappelle qu'il a encore une boîte de cigarettes dans laquelle il a mis des fragments qui s'étaient détachés du rouleau. Il va encore amener les fragments qui manquent. Bien sûr, comme vous avez vu, le rouleau est un petit peu abîmé à cause de l'humidité dans la cachette, mais en gros, on arrive à retrouver et à analyser et à lire cette Megillah, et c'est là que l'histoire devient intéressante. Ce rouleau va être appelé par Yigael Yadin Megillat HaMikdash, le rouleau du Mikdash, du temple. C'est le plus grand des rouleaux de Qumran, il fait 8 mètres de long, et en fait, il décrit les plans du temple de Jérusalem. Il raconte comment les fêtes étaient fêtées au temple de Jérusalem, comment était fait le service au temple, la avoda, les sacrifices, etc. Et donc, c'est un descriptif de comment construire le temple et ce qui se passait à l'époque au temple. Et c'est ce rouleau qui est trouvé pendant la guerre des 6 jours. J'ai trouvé ça assez formidable quand j'ai préparé cette conférence. C'est la raison pour laquelle j'ai fait cette conférence pour Yom Yerushalayim. D'abord parce que c'est une histoire rocambolesque, comment retrouver des rouleaux perdus chez l'antiquaire, mais aussi en plus le fait qu'on avait cherché à passer par les égouts, à écumer le désert de Judée pour retrouver, enfin tout ce qui a été fait pour retrouver ces rouleaux, et retrouver un rouleau du temple le jour de la libération de Jérusalem, c'est incroyable. Et je rappelle une chose, les soldats, les parachutistes qui se sont fait photographier sont rentrés, ils ne sont pas arrivés au mur, ils sont passés par la porte des Lions, et ils sont d'abord rentrés par le mont du Temple, par l'esplanade du mont, la montagne. De là, ils sont descendus au mur, parce qu'ils se rappelaient qu'il y a un mur où les Juifs ont l'habitude de prier. Ils ont complètement raté l'histoire que l'endroit de la prière, c'est sur la montagne et pas au pied de la montagne à l'extérieur, mais ils se rappelaient que les Juifs prient à l'extérieur, alors ils sont allés au mur. Mais après, ils sont remontés sur la montagne, faire la parade de la victoire et prendre les photos. Maintenant, si vous regardez les photos de 1967 qui racontent la victoire et les photos des parachutistes, vous voyez à droite les parachutistes devant le dôme du rocher, vous les voyez aussi à gauche avec Ben Gurion qui vient leur rendre visite. Mais si vous voyez dans toutes les photos, et ça, vous pouvez chercher, j'ai cherché pendant des heures toutes sortes de banques de données avec des photos de 1948, 67, pardon, il y a énormément de photos des parachutistes au mont du Temple, mais toujours le dôme du rocher est coupé au milieu. Vous ne voyez jamais le sommet. Pourquoi vous ne voyez pas le sommet? Parce qu'au sommet flotte le drapeau israélien. Un des soldats, de façon tout à fait normale, a dit à son commandant, on arrive maintenant, on a pris l'esplanade du temple, il faut mettre un drapeau, et il monte sur le toit du dôme du rocher et il met le drapeau israélien. Quelques heures plus tard, Moshe Dayan va donner l'ordre malencontreux d'ôter le drapeau et donner les clés
de l'esplanade au Waqf musulman, mais il va aussi demander que dans toutes les photos qui ont été prises par les journalistes de presse, qu'on efface le drapeau, qu'on ne voit pas le drapeau israélien sur le dôme du rocher. Et là, vous voyez ces photos pour témoin que ça a été effacé. Et c'est cette histoire-là qui n'a pas été racontée, parce qu'il ne fallait pas raconter. Le mont du Temple, c'est aux musulmans. Nous, on veut juste le kotel. On est encore dans notre position galoutique de l'exil, où on veut être à l'extérieur du mont du Temple. On a du mal à comprendre notre souveraineté, à comprendre le clin d'œil que Dieu nous a fait en nous ramenant à Jérusalem, pas par n'importe où, mais justement par le mont du Temple. Si on était rentré par les autres ports de Jérusalem, peut-être qu'on n'aurait pas eu l'idée de monter au mont du Temple. Alors, on a été forcé et contraint d'arriver par là-haut, et le défilé de la victoire a été fait au mont du Temple, et malheureusement, on n'a pas compris le remez, le clin d'œil que Dieu nous faisait, que c'est ça la suite des opérations. Et je dis, la suite du clin d'œil, c'était ce rouleau qui est Megillat Hamikdash, que par hasard, par le pur hasard, bien sûr, la Hashgacha, le rouleau que tant recherché par les archéologues, le rouleau qui va compléter la série des rouleaux de Qumran, c'est le rouleau du temple qui raconte comment reconstruire le Beth Amikdash. Alors je dis, du point de vue de la halacha, ce rouleau n'est pas un rouleau de Chazal, c'est un rouleau qui vient de la secte du Yachad. Est-ce qu'il est entièrement caché dans la halacha ou pas? Je vous laisse étudier le livre. Yigal Yadin a écrit une étude, 10 ans d'études de ce rouleau, il en a publié, et il y a beaucoup de comptes rendus en plusieurs tomes de ce qui est écrit dans ce rouleau du Mikdash. Mais je pense que en plus du fait que l'histoire, moi, m'a passionné, comment c'est cette histoire rocambolesque de mettre la main sur ce rouleau, le fait le rouleau qu'on ait retrouvé à la guerre des 6 jours, le rouleau qui nous parle du temple et comment construire le temple, c'est encore un clin d'œil du fait qu'il faut qu'on comprenne qu'on est passé dans une nouvelle phase de la Géoula. Si le 5 Iyar 5708, on a dû et contraint, on a proclamé un État, on a recréé notre État qui avait cessé d'exister depuis pas mal de siècles. En 1967, en Tafshin Kavzaïn, à la guerre des 6 jours, on passe à un nouveau stade. Dieu nous amène à l'esplanade du temple, on retrouve le rôle du temple. Il faudrait peut-être qu'on commence à comprendre que la suite des opérations a quelque chose à voir à Jérusalem. Et tant qu'on ne comprend pas ça, on continuera à tous nos problèmes politiques et sécuritaires, parce qu'il y a un nouveau stade de la Géoula qui nous attend, qui s'est ouvert à nous en ce Yom Yerushalayim. Mais cette année, il y avait on n'a jamais eu autant de monde qui est monté au Har HaBayit. C'est un début de comprendre qu'il veut retourner, parce que la suite des opérations, c'est Har HaBayit. Voilà. Alors, on a fini l'exposé. Merci beaucoup. Toda Rabba Ariel. Magnifique. Tu finis en beauté. Voilà, s'il y a des questions, c'est le moment. Oui, M. Villers. Non, ce n'est pas une question, c'était pour remercier encore Ariel Assad. Merci beaucoup. Hier, ils ont mis le drapeau sur le mont du Temple. Oui, ils ont mis le drapeau. Il y a quelqu'un qui faisait partie de ces parachutistes et qui a aidé à mettre le drapeau, qui a écrit un livre sur le sujet. Il s'appelait Dani Biran. Zichrono Ivracha, il est décédé il y a 5 ans, mais qui raconte toute l'histoire, comment ils ont mis le drapeau et comment après il reçoit l'ordre d'enlever le drapeau, et à quoi il va répondre à celui qui a mis le drapeau. On va dire à Motagour, le commandant parachutiste: moi j'ai mis le drapeau, moi je ne suis pas de ces gens qui enlèvent un drapeau israélien d'un endroit qu'on a libéré. Il a refusé, il a fallu envoyer quelqu'un d'autre pour enlever le drapeau qui est patassé là. Mais malheureusement, ça a été fait. Alors, vous voyez derrière moi dans la photo le grand drapeau qui a été déployé au Kotel pour Yom Yerushalayim. Malheureusement, c'est un drapeau qui est en bas. Ça me fait toujours mal au ventre. Ça me fait toujours un grand plaisir de voir ce drapeau énorme, mais ça me fait mal au ventre de voir qu'il est en bas. Un drapeau, ça flotte en haut et pas en bas. Et quand on voit le drapeau israélien qui flotte sur la place du Kotel, ce n'est pas sa place. Sa place, c'est de flotter en haut de la montagne. Oui, Annie me dit qu'hier, il y a un groupe qui a mis un ou des drapeaux sur l'esplanade. Oui, oui. Je dis, il y a quelque chose, on est en train d'avancer un petit peu. On sent qu'il y a quelque chose qui bouge les 2-3 dernières années. On espère que ça va aller un peu plus loin que ça, mais on voit qu'il y a de plus en plus de gens qui montent au Har HaBayit, qu'il y a maintenant, chaque jour, vous pouvez prier Shacharit
au Har HaBayit. C'est l'occasion de le dire, puisque l'année dernière, le Rav Ackerman avait fait toute une série de conférences sur l'importance de monter au Har HaBayit. Mais maintenant, on peut faire ce qu'on ne pouvait pas faire l'année dernière, c'est il y a chaque jour Shacharit et Mincha, avec Birkat Kohanim, avec une bracha que vous ne connaissez pas, parce que si vous vous rappelez la prière de Yom Kippour, quand le Kohen Gadol disait le Shem Amfourash, on disait Baruch Shem Kavod Malchuto Olam Vaed. Alors quand on est au Har HaBayit et que le Chazan fait la Chazarat Shatz, on lit les brachot, on ne répond pas Amen au Har HaBayit, on répond Baruch Shem Kavod Malchuto Olam Vaed. Et la bracha au Har HaBayit n'est pas Baruch Ata Hashem Chonen Adat, Baruch Ata Hashem Mekabet Intre Israël, mais c'est Baruch Ata Hashem Mina Olam Ve'ad HaOlam Chonen Adat. Il y a une bracha au Har HaBayit, au temple, on faisait la bracha de façon un peu différente et on en est revenu à ces brachot et Birkat Kohanim au Har HaBayit. Il y a encore quelques stades devant nous, on n'est pas encore, il y a encore beaucoup à faire, mais quelque chose est en train de bouger. C'est clair qu'il y a je voudrais faire une petite remarque. Oui. Ariel, c'est pas seulement Moshe Dayan qui a remis les clés. Il y a les rabbanim aussi qui étaient derrière cette position aussi. Ils ont eu tellement peur de choses qu'ils ont aussi empêché. On paye le prix aujourd'hui aussi de ce manque de, je ne sais pas comment on appelle ça, mais enfin, les rabbanim aussi sont… Je ne veux pas rentrer, ça c'est un problème beaucoup plus grave. Oui, ça commence, mais il faut le dire. Moshe Dayan seulement. Moshe Dayan, mais aussi. Tu as raison. Ça commence encore avec les rabbins qui n'ont pas soutenu le projet sioniste et qui ont voulu bloquer les Juifs de rentrer. Il y a beaucoup de problèmes. Ça, c'est le sujet d'une autre conférence. À propos rabbin, je suis obligé de le dire, le Rav Goren, au début de son livre, et c'est un des rares rabbins qui a écrit un livre entier sur le Har HaBayit, qui s'appelle Har HaBayit. Au début de son livre, il dit « Je me mords les doigts parce que pour Me'arat HaMarpela, je me suis battu coûte que coûte, et grâce à ça, on a un accès au jour le jour facile, plus ou moins. Et pour le Har HaBayit, il a dit Vitarti, d'une certaine manière, et il s'en mord les doigts au début de son livre. Et c'est évident qu'il y a une grande responsabilité des rabbins, c'est le cadre de notre conférence. Mais ce que je veux dire, c'est que les rabbins, quand ils veulent prendre une décision, ils réfléchissent, ils font des conciliabules, ça aurait pris 2 semaines. Moshe Dayan n'a rien demandé à personne, il a donné un ordre, c'était exécuté. S'il y avait des rabbins qui avaient discuté est-ce qu'il faut laisser le drapeau ou pas, ça aurait pris 2 semaines, on se serait peut-être habitué au fait que le drapeau est là-bas. Et on aurait déjà dit, bon, 2 semaines sont passées, il ne s'est rien passé, on le laisse. Mais Moshe Dayan, malheureusement, lui n'était pas rabbin, il a pris une décision rapide et avant qu'on ait le temps de réfléchir. Je voudrais revenir au début de ce que tu as dit. Tu as dit, on est en pleine guerre et il y a une mission secrète. Finalement, est-ce que la question que tu poses ce soir n'est pas qu'est-ce qui est plus important? Est-ce que c'est plus les combats physiques ou les combats spirituels? Mais justement, c'est ce que dit Gaël Yadin. Il dit c'est une mission historique. Bon, le renseignement militaire, il a son importance, mais sans lui, on pourra gagner la guerre. Mais maintenant, c'est encore beaucoup plus important de mettre tout l'accent, puisque Rafi Seiton, c'est le commandant de l'unité. Il doit gérer son unité qui a quand même des renseignements militaires à donner aux forces sur le terrain. Et Gaël Yadin lui dit c'est plus important maintenant, c'est une mission historique de récupérer ces rouleaux, ça prime les combats. Ça, c'est Israël, quoi. C'est cette compréhension de l'importance de ce lien. Malheureusement, moi, ce qui m'a beaucoup déçu, c'est que quand cette histoire, je la connais depuis des années. Mais quand j'ai réappris et approfondi pour préparer la conférence, je me suis rendu compte, ce que je m'étais jamais rendu compte, que le sujet de ce rouleau, c'est le Mikdash, c'est le temple. Ça, je n'ai jamais fait attention à ça. Je connaissais l'histoire, un des rouleaux de Qumran, un des rouleaux de Katayachad. Mais quand je me suis rendu compte que c'était la Megillat Hamikdash, ça donne encore un autre éclairage à ce qu'a été la guerre des 6 jours. C'est vraiment, on n'arrête pas de recevoir des clins d'œil d'en haut. Quel est le but de cette guerre? Le but de cette guerre, c'est de retourner au Mikdash. Malheureusement, on a un petit peu raté le coche. Ça nous prend quelques années pour essayer de comprendre ce qu'on a raté et de revenir sur la voie principale. Et pour moi, il est évident que toutes les baffes qu'on se prend actuellement, ça part de là-bas. On le voit très, très nettement, c'est que l'État d'Israël refuse de le dire parce qu'on a peur, on a un problème politique avec les Arabes, alors que les Arabes disent clairement qu'on a un contentieux religieux sur le Har HaBayit. Et la guerre de Gaza l'année dernière, ils ont appelé ça la guerre d'Al-Aqsa. Que les Arabes sont très clairs que la bataille, elle est pour ça.
Et nous on tergiverse encore un petit peu. On commence petit à petit à se réveiller. J'aime la pub pour Bata. Pour compléter ce que tu dis, Ariel, le jour de Yom Yerushalayim, c'est Chesed, Sheba Malchut. Ouais. Dans la Shira, Chesed, c'est Dieu qui te donne gratuitement, mais par sa bonne volonté. Ouais. Mais le jour d'après, c'est Gvura, Sheba Malchut. C'est ce que nous, on doit faire. On doit avoir maintenant le courage d'assumer ce qu'on a reçu et de le prendre. Exactement. Mais là, on est un petit peu encore trop galoutique. On n'a pas encore réussi à comprendre qu'on est rentré en Eretz Israël. C'est un problème. Baruch Hashem, le public israélien commence à se réveiller. Manitou a énormément enseigné là-dedans sur le fait de redevenir hébreu en Israël. Il ne suffit pas. Je me rappelle cette phrase de Manitou, je la dis des fois quand je guide, ça fait toujours, surtout quand je guide des non-juifs, quand ils me disent quel est le problème numéro 1 en Israël. Aujourd'hui, le problème numéro 1 en Israël, c'est qu'il y a trop de juifs. Alors, ça fait tiquer les chrétiens que je dis. Je dis, oui, il faut un peu moins de juifs, un peu plus d'hébreux et la situation sera meilleure. Mais ce n'était pas de moi, c'était Manitou qui disait qu'il y a trop de juifs en Israël, il faudrait plus d'hébreux. Aujourd'hui, c'est le jour de Hebron. Aujourd'hui, c'est le jour de Hebron, exactement. Ayom, c'est le jour de Hebron. Tov.